Ma demi-sœur tourmentait mon fils à chaque repas de famille en plaisantant sur le fait que son père l'avait abandonnée, alors je me suis arrangée pour que son mari la quitte aussi. J'ai eu mon fils Gaspard quand j'avais 22 ans et son père est parti quand Gaspard avait 2 ans. Il a simplement fait ses valises un jour et n'est jamais revenu. Pas de pension alimentaire, pas de droit de visite, rien. Ce n'était que Gaspard et moi pendant des années et nous nous en sortions bien. C'était un garçon heureux qui aimait les dinosaures et le football et ne posait jamais beaucoup de questions sur son père. Je lui racontais des choses adaptées à son âge sur la façon dont les adultes prennent parfois des décisions qui n'ont rien à voir avec les enfants et il semblait bien l'accepter. Quand Gaspard a eu 8 ans, ma mère s'est remariée avec un homme nommé Armand qui avait une fille nommée Apolline issue de son premier mariage. Apolline avait 30 ans et menait cette vie de banlieue pavillonnaire parfaite avec son mari et ses 2 enfants. Et elle a immédiatement commencé à se comporter comme si elle était mieux que moi, parce qu'elle avait un mari et une famille traditionnelle. Lors du premier Noël après le mariage de nos parents, Apolline n'a cessé de faire des commentaires cruels, disant des choses comme c'était mignon que tous les enfants aient leur père là, sauf Gaspard. Et quand nous avons pris une photo de famille, elle a dit à voix haute que c'était dommage que le côté de Gaspard ait l'air vide. Gaspard ne l'a pas remarqué au début, mais je l'ai vu avoir l'air confus. Alors j'ai pris Apolline à part et lui ai dit d'arrêter, mais elle a ri et a dit qu'elle plaisantait et que j'avais besoin de me détendre. Le repas de famille suivant fut pire. Apolline a apporté un ballon de football et a suggéré que les pères apprennent aux enfants à tirer. Puis elle a regardé Gaspard et a dit que peut-être il pourrait regarder et apprendre, puisque son père n'était pas là pour lui enseigner. Le visage de Gaspard s'est tout simplement décomposé et Amaury n'a rien dit, il a juste souri comme si sa femme était intelligente. J'ai ramené Gaspard à la maison plus tôt et il a pleuré en demandant pourquoi son père ne voulait pas lui apprendre des choses. J'étais furieuse, mais maman a dit qu'Apolline ne le faisait pas avec de mauvaises intentions et que j'étais trop sensible. Cela a continué à se produire à chaque événement familial. Quand Gaspard a gagné un prix à l'école, Apolline a dit que c'était triste que son père ait manqué ça. Quand Gaspard a appris à faire du vélo, Apolline a dit que généralement ce sont les pères qui enseignent cela. Quand Gaspard est entré au club de foot du quartier, Apolline a demandé qui s'entraînerait avec lui, puisqu'il n'avait pas de père. Gaspard a commencé à ne plus vouloir aller aux réunions de famille, faisant semblant d'être malade ou suppliant de rester à la maison. Lors d'un dîner dominical, Apolline a vraiment dépassé les limites quand Gaspard, qui avait obtenu les félicitations du conseil de classe, montrait son bulletin à tout le monde. Apolline a fait la remarque que ce n'était pas drôle comme les enfants sans père faisaient toujours plus d'efforts pour attirer l'attention, puis elle s'est tournée vers son propre fils et lui a dit qu'il avait beaucoup de chance d'avoir Amaury pour ne pas avoir à travailler autant pour obtenir de l'amour. Gaspard a couru aux toilettes en pleurant et c'est là que j'ai décidé qu'Apolline avait besoin d'apprendre une leçon. J'ai commencé à prêter attention à Amaury lors des événements familiaux. Rien d'inapproprié, juste des conversations amicales en posant des questions sur son travail, en riant de ses histoires ennuyeuses et en complimentant sa montre. Apolline l'a remarqué immédiatement et a commencé à devenir possessive, interrompant nos conversations et se mettant physiquement entre nous. Alors j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Une collègue de travail d'Héloïse fréquentait ma salle de sport et a mentionné qu'Amaury se plaignait du fait qu'Apolline était autoritaire et jalouse et qu'il pensait à la quitter, mais restait pour les enfants. J'ai invité Héloïse à prendre un café et j'ai obtenu plus de détails. Amaury était malheureux, mais ne savait pas comment partir sans passer pour le méchant, alors je l'ai aidé. J'ai commencé à envoyer des messages à Amaury sur des choses innocentes, mais fréquentes, demandant des recommandations de restaurants pour un rendez-vous que je n'avais pas ou demandant quel parfum il portait. Pour acheter pour un petit ami fictif. Apolline a vu les messages, a perdu tout contrôle et a accusé Amaury d'infidélité émotionnelle. Bien qu'Amaury ait affirmé que ce n'était que des textos amicaux, Apolline n'a pas laissé passer. Elle a vérifié son téléphone, ses courriels et ses réseaux sociaux. Elle a commencé à se présenter à son travail pour le surveiller et a même appelé Héloïse pour demander si Amaury parlait de moi. Il devenait plus frustré chaque jour. Alors est venue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase lors de la fête d'anniversaire de Gaspard, quand Apolline a fait une autre blague sur le fait que son père manquait une autre étape importante. Mais cette fois Gaspard était prêt et a dit « Au moins ma maman m'aime assez pour 2 parents. » Tandis qu'Apolline est si horrible que son mari va probablement la quitter.
Il m'avait entendu au téléphone avec Héloïse. Apolline a pâli et s'est tournée vers Amaury. Il n'a rien dit, il l'a juste regardé bouche bée. Amaury a retiré sa main du bras de sa femme et a dit qu'ils avaient besoin de parler à la maison. Ils sont sortis sans dire au revoir à Gaspard et je les ai vus partir avec une sensation de nausée dans l'estomac qui n'avait rien à voir avec le triomphe. Les autres parents ont commencé à rassembler leurs enfants et à trouver des excuses pour rentrer chez eux, et en 20 minutes tout le monde était parti, sauf Gaspard et moi et une table pleine de gâteaux d'anniversaire non entamés. Amaury m'a raconté cela pour me faire sentir moins coupable. Il a ri, mais semblait amer et fatigué. Pas amusé, il a dit, non, je me le racontais parce que je mérite de savoir que mon plan a fonctionné, mais pas de la manière que je pensais. Le mariage d'Apolline se terminait à cause de qui elle était, pas parce que j'avais envoyé quelques messages sur de l'eau de Cologne et des recommandations de restaurants. Les messages ont juste donné à Apolline une excuse pour montrer à Amaury ce avec quoi il avait dû composer pendant des années, mais s'était habitué à ignorer. Il a dit que le commentaire de Gaspard à la fête était le comble parce que cela lui a fait réaliser que ses propres enfants apprenaient le comportement cruel d'Apolline. Célian avait commencé à faire des blagues cruelles sur d'autres enfants à l'école et il voyait d'où cela venait maintenant. Il ne pouvait pas rester dans un mariage qui enseignait à ses enfants à être des harceleurs. Je suis restée assise là sans savoir quoi dire parce que je voulais qu'Apolline souffre, mais je n'avais vraiment pas pensé à ses enfants ou à ce que cela leur ferait. Amaury s'est levé et a dit qu'il avait besoin de partir, qu'il avait beaucoup de choses à régler avec des avocats et des plannings de garde. Il s'est arrêté à la porte et s'est retourné pour me dire qu'il ne me blâmait pas pour ce qui s'était passé. Mais après qu'Amaury soit sorti, je me suis assise sur mon canapé en regardant le mur pendant je ne sais combien de temps. J'ai obtenu ce que je voulais, mais cela semblait vide et compliqué au lieu d'être satisfaisant. Gaspard est sorti de sa chambre où il jouait et a demandé si monsieur Amaury divorçait à cause de nous. Mon cœur s'est serré et j'ai dû trouver comment expliquer les relations adultes à un enfant de 8 ans qui avait déjà des problèmes d'abandon. Je l'ai rapproché de moi sur le canapé et lui ai dit que les adultes prennent leurs propres décisions et que personne ne peut faire en sorte que quelqu'un quitte un mariage, sauf les personnes qui y sont. Gaspard m'a regardé avec ses yeux sérieux et a demandé si monsieur Amaury était parti à cause de ce qu'il avait dit à la fête. Je lui ai expliqué que monsieur Amaury et tante Apolline avaient des problèmes bien avant la fête, avant mes messages, avant que tout cela ne commence. Parfois, les adultes restent dans des situations malheureuses jusqu'à ce que quelque chose leur fasse réaliser qu'ils ont besoin de changer. Mais ce quelque chose n'est pas la cause, c'est juste l'élément déclencheur qui leur ouvre les yeux. Gaspard a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il ne me croyait pas totalement, qu'il portait une certaine culpabilité concernant son commentaire à la fête. Le repas de famille suivant était pour la Toussaint et Séraphine a appelé pour demander si je viendrais. Sa voix était prudente et neutre, comme si elle essayait de ne pas prendre parti, tout en essayant de garder la famille unie. Je pouvais entendre le stress dans chaque mot, bien qu'elle s'efforçât de paraître décontractée. Je ne savais pas si je pourrais m'asseoir à table avec Apolline maintenant, après tout ce qui s'était passé. J'ai demandé si Apolline serait là et Séraphine a dit oui et Carmen pensait que nous avions tous besoin de parler des choses comme des adultes. J'ai failli rire parce que ce sont les adultes qui avaient créé tout ce gâchis en ne parlant pas des choses avant. Séraphine a ajouté que cela signifierait beaucoup pour elle si je venais, qu'elle voulait son petit-fils pour cette fête et que je lui manquais. La culpabilité a fonctionné et je lui ai dit que nous serions là. J'ai décidé d'y aller parce que l'éviter n'aurait fait qu'aggraver les choses et je ne voulais pas que Gaspard sente que c'était nous qui étions exclus. Nous n'avions rien fait de mal, sauf nous défendre après des années de cruauté. Quand nous sommes arrivés chez Séraphine et Armand, la tension fut immédiate et suffisamment épaisse pour être étouffante. Apolline était là avec ses enfants, mais sans Amaury, assise sur le canapé, paraissant plus petite et plus triste que je ne l'avais jamais vue. Elle ne nous a regardés ni moi ni Gaspard quand nous sommes entrés. Armand a essayé d'agir comme si tout était normal, demandant à Gaspard des nouvelles de l'école et lui montrant un nouvel outil qu'il avait acheté pour son atelier. Cela a rendu tout encore plus étrange, car nous pouvions tous sentir l'effort qu'il faisait pour faire semblant. À la moitié du dîner, le fils d'Apolline, Célian, a demandé où était son papa. La table est restée complètement silencieuse et le visage d'Apolline s'est contracté. Elle a dit quelque chose sur le fait que papa avait besoin d'un peu d'espace pour réfléchir.
Sa voix tremblait. Puis elle m'a regardé directement et a ajouté que parfois les gens font semblant d'être vos amis, mais en réalité ils essaient de vous blesser. Gaspard a serré ma main sous la table si fort que cela m'a fait mal. J'ai senti le regard d'avertissement de Séraphine depuis l'autre côté de la table, me disant de ne pas répondre pour ne pas envenimer les choses. Je me suis mordu la langue et me suis concentré sur mon assiette tandis qu'Armand essayait de changer de sujet pour parler de football. Après le dîner, Armand m'a emmené dans son bureau et a fermé la porte. Il a dit qu'il comprenait que je protégeais Gaspard, mais que je m'y étais prise de la mauvaise manière. Et que maintenant toute la famille souffrait. J'ai senti ma colère monter dans ma poitrine. Je lui ai dit que la famille souffrait déjà chaque fois qu'Apolline faisait pleurer Gaspard, mais que personne ne se souciait de cette souffrance parce que c'était juste un enfant au lieu d'un mariage entier. Où était son inquiétude quand Gaspard faisait semblant d'être malade pour éviter les réunions de famille? Où était sa protection quand Apolline enseignait à son propre fils à être cruel? Armand a ouvert la bouche puis l'a refermée. Il n'avait pas de bonne réponse à cela. Et nous sommes restés là dans un silence gênant jusqu'à ce que Séraphine frappe à la porte pour dire que le dessert était prêt. Sur le chemin du retour, Gaspard a demandé pourquoi tante Apolline avait l'air si triste. J'ai été surprise par son empathie après tout ce qu'elle lui avait fait subir. Après toutes les fois où elle l'avait fait se sentir inférieure. Je lui ai expliqué que son mari était parti et que c'était très difficile, même quand quelqu'un n'a pas été gentil avec vous. Perdre quelqu'un qu'on aime fait mal de toute façon. Gaspard y a réfléchi en observant les lumières de la rue passer par la fenêtre. Puis il a dit qu'il était heureux que son père soit parti avant qu'il n'ait l'âge de s'en souvenir, parce que voir quelqu'un partir semblait pire. Ce commentaire m'a brisé le cœur parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à se réjouir de cela. Ombeline m'a finalement rappelé après que je me sois excusée 3 fois par message. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café près de son appartement. Elle m'a dit qu'elle ne jugeait pas mes décisions, mais qu'elle était inquiète de l'endroit où ma colère m'avait menée et de ce que cela enseignait à Gaspard. J'ai admis que j'étais aussi inquiète que la victoire ne soit pas ce que j'avais imaginé. Cela semblait confus, triste et compliqué. Elle a demandé ce que je voulais qu'il se passe quand j'ai commencé à envoyer des messages à Amaury et j'ai dû vraiment réfléchir à ma réponse. J'ai réalisé que je voulais qu'Apolline ait mal comme Gaspard avait mal, qu'elle se sente abandonnée, humiliée et inférieure, mais je n'avais pas pensé à ce que cela signifierait réellement. Je n'avais pas considéré ses enfants, ni la famille qui se déchirait, ni le fait que Gaspard apprendrait que la vengeance était une réponse acceptable à la cruauté. La psychologue scolaire a appelé la semaine suivante et a demandé à me rencontrer sans Gaspard. J'ai senti mon estomac se nouer parce que les appels de l'école ne sont jamais de bonnes nouvelles. Elle a expliqué que Gaspard montrait des signes de préoccupation concernant les relations entre adultes. Il avait posé des questions inhabituelles à d'autres enfants pour savoir si leurs parents étaient heureux ensemble. Il avait exprimé la crainte que les gens partent à cause de choses que les enfants font ou disent. La psychologue a recommandé une thérapie familiale pour aider Gaspard à gérer la séparation de ses parents et maintenant la séparation dont il avait été témoin entre Apolline et Amaury. Elle a dit que Gaspard avait besoin d'aide pour comprendre que les adultes prennent leurs propres décisions. J'ai d'abord résisté à la suggestion de la thérapie parce que cela revenait à admettre que j'avais fait du tort à Gaspard, mais la psychologue a gentiment souligné que Gaspard était déjà aux prises avec des problèmes d'abandon. À cause du départ de son père, les événements récents avaient rendu sa compréhension des raisons pour lesquelles les gens partent plus compliquée. Elle ne me blâmait pas, a-t-elle dit prudemment. Elle voulait juste aider Gaspard. J'ai accepté de trouver un thérapeute familial, sentant que tout ce que j'avais fait pour protéger Gaspard l'avait en quelque sorte blessé malgré tout. Je voulais le protéger de la cruauté d'Apolline, mais à la place je lui ai enseigné que la manipulation et la vengeance étaient la façon de gérer les conflits. Je voulais qu'il se sente défendu, mais au lieu de cela, j'ai fait en sorte qu'il se sente responsable de la fin d'un mariage. Je suis sortie de cette réunion en ayant le sentiment d'avoir échoué dans la seule chose qui comptait le plus. J'ai trouvé une thérapeute familiale qui avait de bonnes critiques et qui était spécialisée dans les enfants confrontés à l'abandon. La salle d'attente avait des jouets et des livres pour essayer de la rendre moins clinique, mais Gaspard me serrait encore la main fortement quand nous sommes entrés. La thérapeute était une femme d'une 40aine d'années avec des yeux bienveillants, qui s'est présentée et nous a conduits dans son bureau.
Gaspard s'est assis serré contre moi sur le canapé, son petit corps tendu. Elle a commencé avec des questions faciles sur l'école et le football, mettant Gaspard à l'aise avant de passer à des sujets plus difficiles. Quand elle l'a interrogé sur son père, Gaspard a dit qu'il ne se souvenait pas beaucoup de lui. Il savait seulement qu'il était parti quand il était petit. Puis il a mentionné les blagues lors des réunions de famille, comment sa tante n'arrêtait pas de dire des choses sur le fait que son père n'était pas là. La thérapeute a demandé comment ces commentaires le faisaient se sentir et la voix de Gaspard est devenue toute petite quand il a dit qu'il lui faisait penser que peut-être son père était parti parce que lui, Gaspard, n'était pas assez bien. Ma poitrine s'est serrée en l'entendant dire cela à voix haute. Elle est passée à l'incident de la fête d'anniversaire en demandant ce qu'il a ressenti quand il a dit ces mots à sa tante. Gaspard a réfléchi une minute, puis a dit qu'il s'était senti puissant parce que tout le monde s'était tu et avait écouté, mais aussi effrayé parce que les adultes semblaient surpris et en colère. La thérapeute a hoché la tête comme si cela avait tout son sens et a dit à Gaspard que ses sentiments étaient normaux. Elle a expliqué que parfois, quand les gens nous blessent, nous voulons les blesser en retour, mais que cela ne nous fait pas toujours nous sentir mieux. Gaspard a demandé s'il était méchant pour avoir dit des choses méchantes, et elle a répondu que non, qu'il était un enfant gérant des problèmes d'adultes auxquels il ne devrait pas avoir à faire face. La semaine suivante, je suis allée seule tandis que Gaspard est resté avec une baby-sitter. La thérapeute m'a interrogée sur ma colère envers Apolline et ce que j'espérais qu'il se passe quand j'ai commencé à lui envoyer des messages. J'ai essayé d'expliquer calmement au début, en parlant de protéger Gaspard et de vouloir qu'elle affronte les conséquences, mais quand elle a demandé ce que je voulais vraiment au fond, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai admis que je voulais qu'Apolline sache exactement ce que c'était de se sentir abandonnée et humiliée devant tout le monde, de la même manière qu'elle avait fait sentir Gaspard à maintes reprises à chaque réunion de famille. Je voulais que son mariage s'effondre pour qu'elle comprenne ce que c'était d'être inférieure, d'avoir des gens qui ont pitié de vous, de voir votre vie parfaite s'écrouler. La thérapeute n'a pas semblé surprise ou critique, elle a juste continué à écouter. Elle a demandé si j'avais obtenu ce que je voulais et j'ai dû vivre avec cette question. Oui, je l'ai obtenu. Le mari d'Apolline est parti. Son mariage a pris fin. Elle a perdu son image de famille parfaite, mais cela ne semblait pas aussi satisfaisant que je le pensais. Cela semblait confus et compliqué. Et maintenant Gaspard était en thérapie pour gérer les conséquences. La thérapeute a dit que la vengeance semble souvent vide parce qu'en réalité, elle ne guérit pas la blessure originelle, elle ne fait que créer de nouvelles blessures. Elle a demandé ce qui aurait guéri la blessure et j'ai réalisé que je ne le savais pas. Peut-être que rien ne pouvait réparer le fait que le père de Gaspard l'avait abandonné, et que la cruauté d'Apolline ne faisait que remuer cette blessure encore et encore. Novembre est devenu décembre et mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. Sa voix semblait tendue quand elle nous a invités au dîner du réveillon de Noël, comme si elle lisait un script. J'ai demandé directement si elle nous voulait là ou si Armand la poussait à appeler. Le silence s'est étendu assez longtemps pour que je connaisse la réponse avant même qu'elle ne dise quoi que ce soit. Finalement, elle a admis qu'elle ne savait pas comment gérer la présence d'Apolline et de moi dans la même pièce, que chaque réunion de famille semblait désormais être comme marcher sur des œufs. Je lui ai dit que nous sauterions Noël cette année. Peut-être que les choses iraient mieux l'année prochaine. Aucune de nous n'y croyait, mais nous l'avons dit quand même parce que c'est ce que les gens font. Séraphine a dit qu'elle comprenait et qu'elle nous aimait, et au moins cette partie, je l'ai crue. Après avoir raccroché, je suis restée assise à regarder mon téléphone, réalisant que c'était une autre conséquence à laquelle je n'avais pas complètement pensé. Je voulais punir Apolline, mais j'avais aussi fracturé ma relation avec ma mère et coupé Gaspard de ses grands-parents. Gaspard est entré dans la cuisine et a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que nous n'irions pas au dîner du réveillon de Noël chez mamie cette année. Son visage s'est affaissé et il a demandé pourquoi. J'ai essayé d'expliquer que les choses étaient compliquées avec la famille maintenant, que parfois les adultes ont besoin d'espace pour résoudre des problèmes. Il a demandé si c'était à cause de ce qu'il avait dit à la fête d'anniversaire et j'ai rapidement dit non, que ce n'était pas de sa faute. Mais Gaspard est trop intelligent pour des réponses faciles, il a souligné que nous avions l'habitude d'aller à toutes les réunions de famille et que maintenant nous n'y allions plus. Et la seule chose qui avait changé, c'était la fête d'anniversaire. J'ai senti le poids de mes décisions m'écraser.
J'ai essayé de présenter cela de manière positive, en disant que nous aurions notre propre Noël spécial, juste nous deux. Mais Gaspard n'y a pas cru. Il a demandé pourquoi les sentiments de tante Apolline comptaient plus que les siens alors qu'elle avait été méchante avec lui. Cette question a frappé fort parce que je n'avais pas de bonne réponse. J'ai dit que parfois la vie n'est pas juste et que les adultes rendent tout plus compliqué que nécessaire, ce qui était vrai, mais n'aidait pas. Gaspard est retourné dans sa chambre l'air triste, et j'ai ajouté cela à la liste croissante des façons dont mon plan de vengeance s'était retourné contre moi. J'ai essayé de rendre Noël spécial avec des décorations, des cadeaux et du chocolat chaud, mais cela semblait petit et silencieux sans le chaos de la famille élargie. Gaspard a ouvert ses cadeaux et a dit merci, mais je pouvais voir qu'il pensait à ses cousins. En imaginant ce qu'il faisait, je l'ai emmené voir les illuminations de Noël et nous avons regardé des films de vacances, mais la joie forcée rendait l'absence plus évidente. Le matin de Noël, juste nous deux à notre petite table, Gaspard a demandé si l'année prochaine serait différente. Je voulais promettre que oui, mais j'ai appris à ne pas faire de promesses que je ne pouvais pas tenir. J'ai dit que je l'espérais, et cela a semblé suffire pour l'instant. Janvier a apporté un temps froid et un retour aux routines normales. J'étais à la salle de sport un samedi matin quand j'ai vu Héloïse sur le tapis de course. Elle m'a vu et son visage a pâli comme si elle voulait disparaître. J'ai marché vers elle parce que l'éviter n'aurait fait que rendre les choses plus étranges. Héloïse a immédiatement commencé à s'excuser, disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention que ses conversations avec moi contribuent à la fin d'un mariage. Elle se sentait très mal d'avoir parlé des problèmes de couple d'Amaury comme si elle avait trahi sa confiance. Je l'ai interrompue et j'ai dit que ce n'était pas sa faute, que j'avais délibérément utilisé l'information qu'elle m'avait donnée. Si quelqu'un devait se sentir coupable, c'était moi. J'étais la seule à avoir décidé de manipuler la situation, pas elle. Héloïse a semblé soulagée, mais toujours mal à l'aise. Elle a demandé comment allait Gaspard et je lui ai dit qu'il était en thérapie pour gérer tout ça. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle espérait que les choses s'amélioreraient pour nous. Avant de partir, Héloïse a mentionné que ça allait bien pour Amaury. Il avait un appartement près des enfants et semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Puis elle a ajouté, presque comme un avertissement, qu'Apolline disait à tout le monde au travail d'Amaury que j'avais séduit son mari. J'ai senti cette vieille colère monter en moi. La même fureur qui m'avait poussé à commencer tout ça. Apolline jouait la victime, réécrivant l'histoire pour qu'elle soit irréprochable et que je sois la méchante autre femme. Mais je me suis souvenu de la thérapeute demandant ce que j'espérais accomplir et j'ai réalisé que c'était une partie de la conséquence que je méritais. J'avais eu ma vengeance en aidant à détruire le mariage d'Apolline, et maintenant je devais vivre avec les gens pensant que j'étais une briseuse de ménage. C'était sa propre punition, et être en colère contre cela ne changerait rien. J'ai remercié Héloïse de m'avoir prévenue et j'ai dit que je comprenais pourquoi les gens croyaient la version d'Apolline. C'était plus facile de blâmer une étrangère que d'admettre que son propre mariage avait des problèmes. Février a commencé avec un appel de l'institutrice de Gaspard. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu le numéro de l'école, car les appels des enseignants ne sont jamais de bonnes nouvelles. Elle a dit que Gaspard avait posé des questions étranges à d'autres enfants sur les relations de leurs parents. Rien d'inapproprié exactement, mais inquiétant. Il voulait savoir si leurs parents étaient heureux ensemble, s'ils se disputaient beaucoup, si les enfants pouvaient remarquer quand les adultes allaient partir. L'institutrice ne m'accusait de rien, mais elle était inquiète que Gaspard semble obsédé par le fait de savoir si les parents des gens resteraient ensemble. Elle a aussi remarqué qu'il observait les parents d'autres enfants à la sortie de l'école comme s'il analysait leurs interactions. Je l'ai remercié de me l'avoir dit et lui ai expliqué que nous étions déjà en thérapie pour travailler sur ce point. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que l'incident de la fête d'anniversaire avait affecté Gaspard bien plus profondément que je ne le pensais. Il ne gérait pas seulement le départ de son propre père. Maintenant, il s'inquiétait de toutes les relations qui s'effondraient, comme s'il avait appris que le départ des gens était inévitable et qu'il devait juste en guetter les signes. Notre séance de thérapie suivante ne pouvait pas arriver assez vite. La thérapeute a posé quelques questions douces à Gaspard et finalement il a admis ce qui l'effrayait vraiment. Il a dit qu'il avait peur que je puisse le quitter comme son père l'avait fait, et comme Monsieur Amaury avait quitté tante Apolline. Sa voix a tremblé en disant cela,
et je me suis sentie comme si on m'avait donné un coup de poing dans la poitrine. La thérapeute a travaillé avec lui, expliquant que les parents ne quittent pas les enfants de la même manière que les personnes mariées se quittent. Elle a utilisé des exemples et des dessins montrant comment les liens parents-enfants sont différents des liens matrimoniaux, mais je pouvais voir que la peur de Gaspard était réelle et profonde, enracinée dans le fait d'avoir vu des relations adultes s'effondrer autour de lui. Quand la thérapeute m'a demandé de promettre à Gaspard que je ne partirais jamais, je l'ai serré contre moi et lui ai dit que jamais au grand jamais je ne le quitterais, qu'il était coincé avec moi pour toujours, qu'il le veuille ou non. Gaspard a réussi à esquisser un petit sourire à cela. La thérapeute a passé le reste de la séance à travailler avec nous sur la construction de la sécurité malgré le chaos dans notre famille élargie. Elle nous a donné des exercices à faire à la maison, des manières de renforcer le fait que notre relation était solide, même quand d'autres relations ne l'étaient pas. Le 9e anniversaire de Gaspard est arrivé mi-février et j'ai prévu une petite fête juste avec ses amis de l'école dans une salle de jeu locale. Pas de famille, pas de drame, juste des enfants qui jouent et mangent de la pizza. Cela semblait plus sûr ainsi, plus contrôlé. Séraphine a envoyé une carte avec 50 € et un mot disant que nous lui manquions et qu'elle aimait Gaspard. En la lisant, les larmes ont commencé à couler avant que je ne puisse les arrêter. Ma mère me manquait, la relation facile que nous avions avant que tout ne se complique me manquait aussi. Gaspard a demandé pourquoi je pleurais et je lui ai dit que parfois, les gens pleurent quand ils sont tristes et heureux en même temps. J'étais triste de ne pas être près de mamie maintenant, mais heureuse qu'elle nous aime encore. Gaspard a semblé accepter cette explication. Plus tard ce soir-là, après le départ de ses amis et une fois Gaspard au lit, je me suis assise avec la carte et j'ai réalisé que ma vengeance contre Apolline m'avait coûté ma relation avec ma mère. Je ne savais pas comment réparer ça sans prétendre avoir eu tort de protéger Gaspard. Et je n'étais pas prête à faire ça. Le lendemain, j'ai appelé Ombeline et lui ai parlé de la carte et à quel point ma mère me manquait. Elle a écouté pendant que j'exprimais tous mes sentiments. Puis elle a suggéré que je contacte Séraphine directement et que j'essaie de réparer notre relation. Indépendamment de la situation avec Apolline, elle a souligné que ma mère était coincée au milieu, essayant de contenter à la fois son nouveau mari et sa fille, et que ce n'était pas juste pour elle non plus. J'ai décidé qu'Ombeline avait raison et j'ai appelé ma mère ce soir-là. Séraphine a répondu à la 2e sonnerie et nous avons eu la conversation la plus longue et la plus difficile que nous ayons eue depuis des mois. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'elle protège son petit-fils plus qu'elle n'avait besoin que la fille d'Armand l'apprécie. Elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle savait qu'elle avait manqué à son devoir envers Gaspard. En n'affrontant pas Apolline plus tôt, elle a admis qu'elle avait toléré le comportement d'Apolline parce qu'elle voulait que la famille d'Armand l'accepte. Elle voulait que ce nouveau mariage fonctionne. Elle avait priorisé le maintien de la paix au lieu de la sécurité de Gaspard, et elle en était vraiment désolée. Entendre ma mère pleurer m'a fait pleurer aussi, et nous sommes restées toutes les deux là, au téléphone, à pleurer ensemble. Finalement, Séraphine a dit qu'elle voulait arranger les choses. Elle voulait à nouveau faire partie de la vie de Gaspard, même si cela signifiait établir des limites avec Apolline. J'ai dit que je le voulais aussi. Et nous avons convenu de commencer à nous voir pour déjeuner une fois par semaine, juste nous deux, pour reconstruire ce que nous avions abîmé. Notre premier déjeuner a eu lieu dans un café tranquille à mi-chemin entre sa maison et mon appartement. Séraphine a commandé une salade et est restée à la remuer pendant que je buvais du café en attendant qu'elle commence à parler. Elle a d'abord demandé des nouvelles de Gaspard, comment il allait à l'école, s'il aimait toujours le football. Je lui ai dit qu'il allait bien, mais qu'il avait encore des jours difficiles. Elle a hoché la tête et ses yeux se sont embués. Puis elle a commencé à parler d'Apolline. Elle a dit qu'Apolline avait du mal avec la séparation, dormant chez ses parents la plupart des nuits, parce que la maison vide la rendait très triste. Amaury avait déménagé dans un petit appartement près de son bureau et voyait les enfants les week-ends. La voix de Séraphine est devenue plus basse quand elle a dit qu'Apolline racontait à tout le monde que j'avais manipulé Amaury, que j'avais décidé de détruire son mariage parce que j'étais jalouse de sa famille parfaite. Je suis restée assise à écouter sans me défendre parce que, honnêtement, j'avais manipulé les choses. J'avais envoyé ces messages en sachant qu'Apolline les verrait. J'avais fait en sorte qu'Amaury se sente compris quand sa femme le rendait malheureux. Mais je ne me suis pas excusée non plus,
parce qu'Apolline avait passé des années à faire pleurer mon fils et que personne ne l'avait arrêté. Séraphine a semblé comprendre sans que je dise grand-chose. Elle a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Nous avons convenu de nous revoir la semaine suivante. Les déjeuners sont devenus notre rituel. Tous les jeudis à midi. Même café, même table au fond. Séraphine me tenait au courant des affaires de la famille et je lui parlais de la vie de Gaspard. Elle ne m'a jamais pressé de pardonner à Apolline et je ne lui ai jamais demandé de prendre mon parti contre sa belle-fille. Nous avons juste reconstruit lentement ce qui avait été brisé. Fin février, nous rions à nouveau en partageant des histoires sur Gaspard quand il était petit, en parlant de travail et de choses normales de la vie. C'était bon d'avoir retrouvé ma mère, même si ce n'était qu'1 heure par semaine. Puis, en mars, mon téléphone a sonné avec le numéro d'Amaury. J'ai failli ne pas répondre car nous n'avions pas parlé depuis cette conversation dans ma cuisine. Il est allé droit au but. Célian avait un match de football le samedi et il demandait si Gaspard pourrait venir le regarder. Les garçons avaient l'habitude de jouer dans la même équipe avant que tout ne s'effondre. Amaury a dit qu'il essayait de garder les choses normales pour ses enfants et savait que Gaspard manquait probablement à son cousin. J'ai demandé si Apolline savait qu'il m'appelait. Il a dit que non et qu'elle deviendrait probablement furieuse, mais qu'il faisait ce qui était le mieux pour Célian. J'y ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes avant de me dire que Gaspard méritait d'avoir son cousin dans sa vie si tous les deux le voulaient. De plus, j'étais curieuse de voir comment Apolline réagirait en nous voyant là. Le samedi matin, j'ai dit à Gaspard que nous allions au match de football de Célian. Son visage s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Il a demandé si tante Apolline serait là et j'ai dit que probablement oui. Donc, nous devions être polis, mais nous n'avions pas besoin de lui parler s'il ne le voulait pas. Il a hoché la tête sérieusement, comme s'il comprenait. Nous sommes arrivés au terrain tôt et avons trouvé des places dans les gradins près du milieu du terrain. D'autres parents installaient des chaises et les enfants s'échauffaient sur la pelouse. Célian nous a vus et nous a fait un signe de l'autre côté du terrain. Gaspard a répondu par un grand sourire. Puis Apolline est arrivée. Elle portait une chaise pliante et une glacière, discutant avec une autre mère. Elle semblait fatiguée, plus mince que dans mes souvenirs. Quand elle s'est retournée et nous a vus assis là, tout son visage est devenu froid et dur. Elle n'a pas crié ni fait de scène, mais nous a très délibérément tourné le dos et s'est assise du côté opposé du terrain. Je pouvais entendre sa voix traverser la pelouse, parlant fort aux autres parents sur la façon dont certaines personnes ne peuvent tout simplement pas respecter les limites, comment certaines personnes doivent toujours s'immiscer là où elles ne sont pas désirées. Gaspard a entendu aussi. Il m'a regardé avec des yeux inquiets et a demandé à voix basse si nous devions partir. J'ai ressenti une vague de fierté en voyant à quel point il était conscient de la tension, comment il essayait de me protéger de la honte. Mais j'ai aussi ressenti de la tristesse que mon fils de 8 ans ait à gérer cette mesquinerie. Je lui ai dit que nous resterions parce que Célian nous avait invités et que nous avions parfaitement le droit d'être là. Le jeu a commencé et j'ai essayé de me concentrer sur les enfants qui jouaient. Célian était bon, rapide et agressif, comme son père l'était probablement à cet âge. Gaspard a applaudi quand Célian a marqué et j'ai vu les épaules d'Apolline se tendre. Chaque fois que la voix de Gaspard traversait le terrain, le jeu entier semblait se dérouler sur un fil, tout le monde faisant semblant que tout était normal alors que la tension pesait dans l'air printanier. Quand le coup de sifflet final a retenti, Célian a couru directement vers Gaspard. Les garçons se sont étreints et ont commencé à parler d'un jeu vidéo, riant et se bousculant comme si rien n'avait changé entre leurs familles. Amaury s'est approché de nous et nous a remerciés d'être venus. Il semblait détendu, heureux, comme s'il s'était délesté d'un poids. Je lui ai dit que Gaspard s'était beaucoup amusé. De l'autre côté du terrain, je pouvais voir Apolline nous observer avec une expression qui était moitié colère, moitié douleur, et moitié autre chose que je ne pouvais nommer. Elle semblait trahie, comme si le fait qu'Amaury nous amène ici était une autre blessure par-dessus toutes les autres. Je l'ai observé ranger sa chaise avec des mains tremblantes et j'ai réalisé qu'Amaury continuait sa vie tandis qu'Apolline était coincée à revivre tout ce qui avait mal tourné. Et j'ai eu cette pensée inconfortable que peut-être, j'étais plus semblable à Apolline que je ne voulais l'admettre. Toutes les deux,
nous avions blessé des gens pour protéger notre propre douleur. Toutes les deux, nous avions choisi la vengeance au lieu de la guérison. La différence était que le départ d'Amaury l'avait libéré, tandis que ma vengeance m'avait seulement donné un autre type de poids à porter. Les séances de thérapie ont continué chaque semaine. Mi-mars, j'ai commencé à remarquer que Gaspard semblait plus léger, en quelque sorte. Il riait plus facilement. Il ne se crispait pas quand d'autres enfants parlaient de leurs parents. Lors d'une séance, la thérapeute m'a dit en privé que Gaspard s'en sortait très bien, que les enfants sont plus forts que nous ne le pensons quand ils ont du soutien. Elle a dit que le travail que nous faisions maintenant l'aiderait à gérer non seulement les événements récents avec Apolline et Amaury, mais aussi le départ de son propre père. Puis elle a dit quelque chose qui est resté avec moi. Elle a dit que ma volonté de regarder mon propre comportement en thérapie, d'admettre que j'avais fait des erreurs et manipulé les choses, enseignait à Gaspard une responsabilité saine. Je lui montrais que les adultes peuvent avoir tort et l'assumer au lieu de seulement blâmer les autres. Cela aidait à équilibrer l'aspect vengeance de l'histoire. Ainsi, Gaspard n'apprenait pas que blesser les gens en retour était la seule réponse possible quand on est blessé. Un après-midi d'avril, Armand m'a appelé. J'ai regardé son nom sur l'écran de mon téléphone pendant 3 sonneries avant de répondre. Nous n'avions pas parlé depuis la Toussaint, quand tout était horrible et tendu. Sa voix semblait prudente quand il a dit bonjour. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi à tout ce qui s'était passé. Il a dit qu'il comprenait pourquoi j'étais si en colère contre Apolline, même s'il n'était pas d'accord avec la façon dont j'avais géré la situation. Puis il a demandé s'il y avait un moyen pour que Gaspard puisse à nouveau faire partie de la famille. Il a dit que ses petits-enfants continuaient de demander des nouvelles de leurs cousins et que Séraphine était triste que la famille soit divisée. Je l'ai écouté parler et j'ai ressenti un mélange de colère et de soulagement. Colère parce qu'il lui avait fallu 5 mois pour se soucier du fait que Gaspard soit exclu. Soulagement parce qu'au moins, il essayait. J'ai dit à Armand que je serais prête à assister aux réunions de famille si Apolline acceptait d'arrêter de faire des commentaires sur le père de Gaspard. Mais que je n'allais pas faire semblant que nous étions amis ou agir comme si ce qu'elle avait fait était acceptable. Armand est resté silencieux 1 minute. Puis il a dit qu'Apolline était encore très en colère et sentait que j'avais ruiné son mariage. J'ai souligné que son mariage avait des problèmes bien avant que je n'envoie le moindre texto. Armand a admis que c'était vrai. Il a dit qu'Amaury s'était plaint à lui en privé de la jalousie et des problèmes de contrôle d'Apolline des années auparavant, mais a aussi dit qu'Apolline n'était pas encore prête à examiner son propre rôle dans tout cela. Elle était coincée dans son rôle de victime, me blâmant pour tout ce qui allait mal dans sa vie. Nous avons terminé l'appel sans rien résoudre, mais au moins, nous nous parlions à nouveau. Cette même semaine, j'ai retrouvé Ombeline pour un café. Je lui ai raconté l'appel d'Armand et lui ai demandé ce qu'elle pensait que je devais faire. Devais-je forcer une réconciliation familiale ou simplement laisser les choses séparées? Ombeline a remué son café en y réfléchissant. Puis elle a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Elle a dit que Gaspard semblait beaucoup plus heureux maintenant, sans le stress des commentaires d'Apolline à chaque réunion. Elle a ajouté que parfois, protéger son enfant signifie accepter que certaines relations familiales sont tout simplement néfastes. Tous les liens familiaux ne valent pas la peine d'être sauvés. Je suis restée assise à penser à quel point la vie avait été plus facile ces derniers mois sans craindre les événements familiaux, mais l'idée que Gaspard ait des cousins et une famille élargie me manquait aussi, bien que la réalité ait toujours été compliquée. Ombeline a souligné que Gaspard voyait ses liens au football maintenant de toute façon, donc il n'était pas complètement coupé de ses cousins. Peut-être que c'était suffisant. Mais a apporté la saison des phases finales pour l'équipe de football de Gaspard. Ils avaient fait une bonne année et étaient arrivés en demi-finale. Rémi, l'entraîneur, m'a prise à part après l'entraînement un jour et a demandé si un membre de la famille viendrait voir le match. Gaspard se tenait à proximité et a dit à voix basse que ce serait juste nous. Comme toujours. J'ai entendu la résignation dans sa voix, comme s'il avait accepté que les événements familiaux n'étaient plus pour lui. Mon cœur s'est serré en entendant cette acceptation. Dès que nous sommes rentrés à la maison, j'ai appelé Séraphine, je lui ai parlé du match et je les ai invités, elle et Armand, à venir. J'ai été claire sur le fait que je n'invitais pas Apolline. Séraphine a hésité 1 seconde seulement avant d'accepter.
Elle a dit qu'ils adoreraient venir soutenir Gaspard. Cela a semblé être un petit pas vers la construction d'une nouvelle version de la famille, une qui n'inclurait pas tout le monde, mais qui pourrait quand même fonctionner. Le match a eu lieu un samedi après-midi. Le temps était parfait, ensoleillé mais pas trop chaud. Je suis arrivée tôt pour garder des places et j'ai vu Séraphine et Armand traverser le parking. Armand portait une énorme pancarte avec le numéro de Gaspard, décorée de ballons de football et d'étoiles. Quand Gaspard les a vus dans les gradins, il a affiché un immense sourire. Le jeu a commencé et Séraphine et Armand ont encouragé plus fort que quiconque. Ils sautaient de joie quand l'équipe de Gaspard marquait, criaient des encouragements quand l'autre équipe avait le ballon. Armand levait sa pancarte chaque fois que Gaspard touchait le ballon. J'ai vu Gaspard jouer mieux que jamais. Il était confiant, agressif, totalement concentré. Quand son équipe a gagné et s'est qualifiée pour la finale, Gaspard a couru directement vers les gradins, a grimpé et a serré ses grands-parents dans ses bras, le visage rayonnant de pur bonheur. Séraphine pleurait, Armand riait, et Gaspard était simplement radieux. Je suis restée là à les regarder et j'ai réalisé quelque chose d'important. Gaspard pouvait avoir un soutien familial sans qu'Apolline soit impliquée. Il pouvait avoir des grands-parents qui l'aimaient et venaient pour lui. Peut-être que c'était suffisant pour l'instant. Peut-être qu'une famille plus petite mais qui se souciait vraiment était mieux qu'une grande famille qui le blessait. La semaine suivant le match, la thérapeute a demandé à me voir seule. Gaspard est resté dans la salle d'attente à jouer sur sa tablette pendant que je m'asseyais dans son bureau. Elle s'est installée dans son fauteuil et m'a regardé avec cette expression tranquille que les thérapeutes ont toujours. Elle m'a demandé si je regrettais ce que j'avais fait. Je suis restée assise là une longue minute, essayant de trouver comment répondre honnêtement. Je regrettais que Gaspard ait entendu mes appels téléphoniques avec Héloïse. Je regrettais qu'il se soit impliqué et ait dit ce qu'il a dit à sa fête d'anniversaire. Je regrettais que la famille se soit déchirée et que les fêtes soient maintenant compliquées. Mais je ne regrettais pas d'avoir fait en sorte qu'Apolline affronte les conséquences de sa cruauté. J'ai expliqué tout cela à la thérapeute, essayant de démêler la confusion de mes sentiments. Elle a hoché la tête et a écrit quelque chose dans ses notes. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait me sentir moins coupable. Les conséquences découlaient naturellement du propre comportement d'Apolline et des décisions d'Amaury. Mes messages n'avaient été qu'un catalyseur pour des problèmes qui existaient déjà dans leur mariage. Amaury était déjà malheureux. Apolline était déjà autoritaire et jalouse. Je n'avais fait que donner un point de mire à ces problèmes. Cela ne rendait pas ce que j'avais fait bien, mais cela signifiait que je n'avais pas détruit un mariage heureux. J'avais seulement aidé à accélérer la fin d'un mariage malheureux. L'école s'est terminée début juin et Gaspard est rentré à la maison avec son sac à dos plein de papiers et de projets artistiques. Nous étions assis à la table de la cuisine, triant tout, quand il m'a regardé. Il a demandé si nous pouvions aller à la mer cet été, comme nous le faisions avant que mamie ne se marie avec Armand. J'ai réalisé que nous n'avions pas pris de vacances depuis plus d'1 an. Nous étions tellement pris dans le drame familial et les séances de thérapie que j'avais oublié de me concentrer sur la création de bons souvenirs juste pour nous deux. J'ai sorti mon ordinateur portable sur le champ et j'ai commencé à chercher des locations de vacances. J'ai trouvé une petite maison à environ 2 heures de route qui était disponible pour la dernière semaine de juin. La photo montrait une maison bleue avec des volets blancs, assez proche pour aller à la plage à pied. J'ai réservé immédiatement et montré les photos à Gaspard. Son visage s'est illuminé d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. Nous avons passé les 2 semaines suivantes à planifier ce que nous allions emporter et ce que nous ferions à la plage. Gaspard a fait une liste qui incluait la construction de châteaux de sable, la baignade, la recherche de coquillages et la dégustation de glace tous les jours. J'ai ajouté de la crème solaire et des livres à ma propre liste mentale. Le trajet jusqu'à la plage a été tranquille, avec un temps magnifique et peu de circulation. Gaspard a parlé tout le long du type de château de sable qu'il voulait construire et de la possibilité de voir des dauphins. Quand nous sommes arrivés, la maison était encore plus jolie que sur les photos. Le propriétaire avait laissé un panier de bienvenue avec des biscuits locaux et des informations sur les restaurants des environs. Nous avons rapidement défait nos valises et sommes allés directement à la plage.
Le sable était chaud sous nos pieds et l'océan s'étendait à l'infini. Gaspard a couru vers l'eau et je l'ai suivi, riant tous les deux tandis que les vagues se brisaient sur nos chevilles. Nous avons passé l'après-midi à construire un château élaboré avec des tours et des douves. D'autres familles sont passées et ont complimenté notre travail. Personne ne nous connaissait, ni notre situation familiale compliquée. Nous étions juste une mère et son fils s'amusant à la plage. Ce soir-là, nous avons mangé dans un restaurant décontracté avec des tables en plein air. Gaspard avait attrapé un coup de soleil malgré tous mes efforts avec la crème solaire, et son nez était rouge vif. Après le dîner, nous nous sommes promenés sur la promenade et avons mangé des glaces. Gaspard a choisi menthe chocolat et moi, fraise. Nous nous sommes assis sur un banc en regardant le coucher de soleil transformer le ciel en nuances d'orange et de rose. Gaspard a dit que c'était le meilleur jour de sa vie, avec de la glace sur le menton. J'étais d'accord, et j'ai senti une partie de la tension que je portais depuis des mois commencer à s'estomper. Le lendemain matin, nous sommes retournés à la plage tôt, avant qu'il n'y ait trop de monde. Gaspard voulait chercher des coquillages, alors nous avons marché le long du rivage avec un seau en plastique. Il a trouvé des oursins plats, des coquillages en spirale et des morceaux de verre polis par la mer. Je me suis surprise à me détendre vraiment pour la première fois depuis longtemps, sans événements familiaux à redouter, sans regards inquiets de Séraphine, sans rendez-vous chez le thérapeute. Juste Gaspard, moi et l'océan. Nous avons construit un autre château de sable, et cette fois Gaspard a insisté pour en faire un royaume entier avec plusieurs bâtiments. Nous y avons travaillé pendant des heures, ajoutant des détails et des fortifications. Quand la marée a commencé à monter, nous avons reculé et regardé l'eau détruire lentement notre création. Gaspard n'a pas semblé triste. Il a dit que nous pourrions en construire un autre demain. Cet après-midi-là, de retour à la maison, Gaspard est resté silencieux pendant que nous préparions des sandwichs pour le déjeuner. Je sentais que quelque chose le tracassait. Finalement, il m'a regardé et a demandé si nous pouvions parler de tante Apolline. Mon estomac s'est serré, mais j'ai dit oui. Gaspard s'est assis à la table de la cuisine et a commencé à me raconter ce qu'il ressentait quand Apolline faisait ses blagues sur son père. Il a dit qu'il avait l'habitude de penser que peut-être son père était parti parce que lui n'était pas assez bien. Peut-être que s'il avait été meilleur en sport, plus intelligent ou plus drôle, son père serait resté. Et les commentaires d'Apolline aggravaient ce sentiment. Chaque fois qu'elle mentionnait que son père était parti, cela semblait être la preuve que quelque chose n'allait pas chez lui. J'ai lâché le sandwich que je préparais et me suis assise à côté de lui. Je lui ai dit que le départ de son père n'avait rien à voir avec lui. Son père était parti parce qu'il ne pouvait pas gérer le fait d'être père. C'était à cause des problèmes de son père, pas de Gaspard. Et la cruauté d'Apolline venait de sa propre insécurité. Elle se sentait mal dans sa peau, alors elle essayait de faire en sorte que les autres se sentent encore plus mal. Gaspard a hoché la tête, mais je pouvais voir des larmes dans ses yeux. Je l'ai serré dans mes bras et nous sommes restés assis là un moment sans rien dire. Plus tard dans la journée, nous sommes allés nager et Gaspard semblait plus léger après notre conversation. Nous avons joué dans les vagues et il m'a fait boire la tasse quand je ne m'y attendais pas. Je l'ai poursuivi dans l'eau peu profonde et nous avons fini tous les deux par rire, épuisés. Ce soir-là, nous avons regardé un film sur la petite télévision de la maison en mangeant du pop-corn. Gaspard s'est endormi à mi-parcours et j'ai dû le porter jusqu'à son lit. En regardant son visage paisible, je me suis sentie reconnaissante d'avoir fait ce voyage. Il avait autant besoin que moi de cette pause loin de tout. Le lendemain matin, Gaspard m'a réveillé tôt parce qu'il voulait voir le lever du soleil depuis la plage. Nous sommes descendus en pyjama, enveloppés dans des couvertures. La plage était vide et silencieuse. Nous nous sommes assis sur le sable et avons observé le ciel changer de couleur. Gaspard s'est appuyé contre moi et a demandé si j'étais heureuse que Monsieur Amaury ait quitté tante Apolline. J'ai cherché comment répondre honnêtement, sans lui enseigner que la vengeance était une bonne chose. J'y ai réfléchi une minute pendant que le soleil se levait sur l'eau. Finalement, j'ai dit que j'étais heureuse qu'Apolline comprenne ce que c'était de se sentir abandonnée et humiliée. Elle avait besoin de savoir à quel point ces mots faisaient mal. Mais je regrettais que cela se soit produit d'une manière qui ait blessé ses enfants ou qui ait fait éclater notre famille.
Gaspard est resté silencieux un moment, puis il a dit qu'il était heureux de ne plus avoir à entendre de blagues sur son père, mais il a aussi dit que voir Célian lui manquait. Je lui ai dit que peut-être ils pourraient encore être amis, même si les choses étaient compliquées avec les adultes. Gaspard a hoché la tête et a dit qu'il l'espérait. Nous sommes rentrés de la plage un dimanche après-midi. L'appartement semblait confiné après une semaine à l'extérieur, alors j'ai ouvert toutes les fenêtres pendant que Gaspard défaisait sa valise. Le lundi matin, en allant chercher le courrier, j'ai trouvé une enveloppe épaisse avec l'adresse d'Apolline au dos. Ma première pensée a été de la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emportée et je l'ai emmenée à l'intérieur. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait 3 pages couvertes de l'écriture d'Apolline. J'ai commencé à lire et j'ai senti ma colère monter à chaque phrase. Elle écrivait sur la façon dont j'avais détruit sa famille, comment j'avais manipulé son mari avec mes messages et mes conversations amicales, comment j'étais un très mauvais exemple pour Gaspard, comment j'avais monté son propre fils contre elle à la fête d'anniversaire. Page après page de reproches et de victimisation. Pas une seule fois elle n'a mentionné les années de blagues cruelles sur le père de Gaspard. Pas une seule fois elle n'a assumé la moindre responsabilité pour avoir fait pleurer un enfant de 8 ans lors des réunions de famille. Tout tournait autour de ce que je lui avais fait, comment j'avais ruiné sa vie parfaite, comment ses enfants souffraient à cause de moi. J'ai lu les 3 pages 2 fois, sentant mon visage s'empourprer de colère. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire ma propre lettre de réponse. J'ai écrit sur chaque commentaire qu'elle avait fait sur le père de Gaspard. Chaque blague, chaque insinuation subtile, chaque fois qu'elle l'avait fait se sentir inférieure à ses propres enfants. J'ai écrit sur le fait de lui avoir demandé d'arrêter et de m'être entendu dire que j'étais trop sensible. J'ai écrit sur Gaspard faisant semblant d'être malade pour éviter les réunions de famille à cause de sa cruauté. J'ai écrit sur le fait de l'avoir trouvé en larmes après qu'elle ait dit que les enfants sans père font plus d'efforts pour attirer l'attention. J'ai rempli 4 pages avec tout ce que je voulais lui dire depuis 2 ans. Quand j'ai fini d'écrire, je me sentais épuisée, mais aussi plus lucide. J'ai relu ce que j'avais écrit et j'ai réalisé que l'envoyer ne servirait à rien. Apolline n'était pas prête à écouter. Elle était coincée dans son histoire de victime, où j'étais la méchante qui avait détruit son mariage. Rien de ce que j'écrirais ne changerait cela. J'ai plié les 2 lettres et les ai jetées à la poubelle. La thérapeute dirait probablement que c'était une décision saine. Juillet est arrivé avec un temps chaud et des jours longs. Gaspard avait un stage de football le matin et passait les après-midi chez Ombeline avec les enfants de celle-ci. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné avec le numéro d'Amaury. Je suis sortie pour répondre à l'appel. Amaury a demandé si Gaspard aimerait rejoindre Célian à un stage de baseball auquel il l'inscrivait. Il a expliqué qu'il avait les enfants pour 2 semaines et voulait leur proposer des activités. Célian avait spécifiquement demandé si Gaspard pouvait venir. J'ai été touchée que les garçons veuillent toujours être amis malgré tout. Le stage durait 1 semaine, de 9h à 15h tous les jours. Il a dit qu'il se chargerait d'emmener et de récupérer les 2 enfants si j'étais d'accord. Je lui ai dit que je demanderais à Gaspard et que je le rappellerais. Ce soir-là, j'en ai parlé à Gaspard et son visage s'est immédiatement illuminé. Il a demandé si cela signifiait que lui et Célian pourraient être à nouveau amis. J'ai dit oui. Les enfants pouvaient être amis même si les adultes avaient des problèmes. Gaspard voulait y aller, alors j'ai rappelé Amaury et j'ai confirmé. Le lundi matin suivant, Amaury est venu chercher Gaspard à 8h30. Gaspard était prêt avec son gant, ses crampons et une bouteille d'eau. Il était à la fois excité et nerveux. Je les ai regardés partir en espérant que ce serait bon pour lui. La semaine s'est bien passée, Amaury s'occupant de tout le transport. Gaspard rentrait à la maison chaque jour, fatigué et heureux, parlant des entraînements et des matchs amicaux. Le vendredi, j'ai dit à Amaury que je viendrais chercher Gaspard moi-même, car je sortais du travail plus tôt. J'ai conduit jusqu'au terrain de baseball et je me suis garée. Il y avait des enfants dispersés dans leurs maillots d'équipe, des parents ramassant du matériel et des bouteilles d'eau. J'ai repéré Gaspard près du banc, en train de discuter avec Célian. C'est alors que j'ai vu Apolline traverser le terrain vers eux. Mon estomac s'est noué.
Nous ne nous étions pas retrouvés face à face depuis la fête d'anniversaire. Je suis sortie de la voiture et j'ai commencé à marcher vers Gaspard. Apolline est arrivée la première près des enfants et a serré Célian dans ses bras. Puis elle a levé les yeux et m'a vue. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait crier ou faire une scène, mais elle a juste semblé fatiguée et triste. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle avait des cernes sous les yeux. Elle ne m'a rien dit, elle a juste pris la main de Célian et est retournée vers sa voiture. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé qu'elle semblait aussi épuisée par tout cela que je l'étais moi-même. Gaspard a couru vers moi avec son équipement et a demandé si j'avais vu tante Apolline. J'ai dit que oui. Il a demandé si nous étions toujours fâchés, et j'ai répondu que c'était compliqué. Il a semblé accepter cette réponse. Sur le chemin du retour, Gaspard a parlé du stage de baseball et à quel point il s'était amusé avec Célian. Puis il est resté silencieux et a dit que la maman de Célian semblait triste. Il a ajouté que Célian lui avait dit qu'elle demandait souvent si Monsieur Amaury lui manquait. J'ai réfléchi à la façon de répondre. J'ai dit, probablement oui, parce que même quand les relations ne sont pas saines, y mettre fin fait quand même mal. Gaspard a réfléchi à cela en regardant par la fenêtre. Puis il a dit qu'il espérait que tante Apolline trouverait quelqu'un de gentil. Cela m'a surprise. Après tout ce qu'elle lui avait fait, il avait encore de l'empathie pour elle. J'ai demandé pourquoi, et il a haussé les épaules. Il a dit qu'elle était méchante, mais que c'était quand même la maman de Célian, et que Célian l'aime, alors elle ne doit pas être entièrement mauvaise. J'ai ressenti de la fierté pour sa capacité à voir les choses de manière complexe, au lieu de tout voir en noir et blanc. En août, Séraphine a appelé pour demander si nous viendrions à son dîner d'anniversaire. Elle a dit qu'Apolline serait là, mais qu'elle avait accepté d'être civilisée. J'étais nerveuse à cette idée, mais Séraphine me manquait aussi et je voulais fêter son anniversaire. J'ai accepté d'y aller et j'ai dit à Gaspard que nous allions chez mamie. Il a demandé si tante Apolline serait là et j'ai dit oui. Il a demandé s'il y aurait du drame et j'ai ri en répondant que j'espérais que non. Le dîner avait lieu un samedi soir. J'ai apporté des fleurs pour Séraphine et Gaspard lui a donné une carte qu'il avait faite. Quand nous sommes arrivés, Armand a ouvert la porte et a souri en nous voyant. Il a serré Gaspard dans ses bras et m'a serré la main. La maison sentait le poulet rôti et le pain à l'ail. Apolline était déjà là avec ses enfants. Elle était assise sur le canapé quand nous sommes entrés. Nous avons échangé un regard, mais nous ne nous sommes pas parlé. Je me suis assise sur une chaise de l'autre côté de la pièce et Gaspard est allé jouer avec Célian et sa sœur dans le salon. Séraphine est sortie de la cuisine et m'a serré fort dans ses bras. Elle a chuchoté merci d'être venue. Le dîner était étrange, mais pas hostile. Nous nous sommes tous assis autour de la table et Armand a dit le bénédicité. Nous avons passé les plats en discutant de la météo et des activités de l'été. Apolline et moi ne nous sommes pas parlé directement, mais nous avons réussi à exister dans la même pièce. Je pouvais voir Armand se détendre à mesure que le repas se poursuivait sans dispute. Séraphine semblait heureuse d'avoir la majeure partie de sa famille réunie, même si ce n'était pas parfait. Après le dîner, nous avons mangé du gâteau et chanté joyeux anniversaire. Gaspard a aidé Séraphine à souffler ses bougies. Ce n'était pas confortable, mais c'était civilisé. Cela semblait être un progrès. Après que tout le monde ait quitté la table, j'ai aidé Séraphine à débarrasser et à emmener la vaisselle à la cuisine. Apolline était déjà là, empilant des assiettes dans l'évier. Séraphine a regardé de l'une à l'autre, puis a dit qu'elle devait aller voir comment allait Armand. Elle a ensuite disparu dans la salle à manger. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bruit de l'eau qui coulait. Apolline a raclé les restes d'une assiette sans me regarder. Elle a posé l'assiette avec soin et s'est essuyé les mains sur un torchon. Puis elle a dit à voix basse qu'elle savait qu'elle avait été méchante avec Gaspard et qu'elle en était vraiment désolée. J'ai failli laisser tomber les assiettes à dessert que je tenais. Mes mains ont un peu tremblé quand je les ai posées sur le comptoir. J'ai réussi à dire que j'étais vraiment désolée que son mariage soit terminé, même si j'y avais joué un rôle. Elle ne m'a toujours pas regardée, elle a juste hoché la tête et a pris une autre assiette.
Nous ne nous sommes pas prises dans les bras ni n'avons rien dit de plus, mais quelque chose semblait différent, comme si peut-être nous pouvions exister dans la même pièce sans que tout soit horrible. Séraphine est revenue et a commencé à parler des travaux, et le moment est passé. La semaine suivante, j'ai emmené Gaspard chez la thérapeute. Nous nous sommes assis sur le canapé familier et je lui ai raconté le dîner et les excuses d'Apolline. Gaspard a écouté en tirant sur un fil lâche de son jean. La thérapeute lui a demandé ce qu'il pensait de ce qu'Apolline avait dit. Il a réfléchi une minute et a dit qu'il acceptait ses excuses, mais qu'il ne voulait pas rester seul avec elle pour l'instant. La thérapeute a hoché la tête et a dit que c'était très sage. Elle a expliqué que Gaspard apprenait à poser des limites saines et que le pardon ne signifiait pas oublier ou faire immédiatement confiance à quelqu'un qui vous a blessé. Elle m'a regardé et a dit que Gaspard devenait émotionnellement intelligent. Malgré tout ce qui s'était passé, j'ai ressenti de la fierté en l'entendant dire cela. Gaspard a demandé s'il avait le droit d'être en colère contre quelqu'un, même après que cette personne se soit excusée. La thérapeute a répondu que bien sûr, que les sentiments prennent du temps à changer et qu'il n'avait pas besoin de se forcer à ressentir les choses différemment. Sur le chemin du retour, Gaspard semblait plus léger, comme si avoir la permission de ressentir des émotions complexes rendait tout plus facile. Septembre est arrivé et Gaspard est entré en CM1. Il a choisi son sac à dos et de nouvelles chaussures, et semblait excité plutôt que nerveux. La première semaine s'est bien passée, et lors de la réunion parents-professeurs, son institutrice m'a prise à part. Elle a dit que Gaspard était empathique avec les autres élèves et doué pour la résolution de conflits. Elle l'avait vu aider 2 enfants à régler une dispute à propos d'un ballon de football pendant la récréation. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé l'année précédente et je me suis demandé si peut-être il avait appris quelque chose de précieux de notre situation familiale compliquée. La psychologue de l'école s'est jointe à notre conversation et a dit qu'elle ferait un point avec Gaspard chaque mois, juste pour s'assurer qu'il continuait à gérer les choses de manière saine. Je l'ai remercié, me sentant reconnaissante que tant de personnes prennent soin de lui. Quelques semaines plus tard, j'étais à l'un des matchs de football de Gaspard, assise dans les gradins métalliques avec les autres parents. Amaury est arrivé et s'est assis quelques rangées plus bas. Après la fin du match, il s'est approché de moi et a demandé s'il pouvait me parler une minute. Nous sommes restés près de la clôture pendant que Gaspard courait avec ses coéquipiers. Amaury a mentionné qu'il sortait avec quelqu'un de nouveau, une femme de sa salle de sport qui avait ses propres enfants. Il semblait authentiquement heureux en parlant d'elle. J'ai réalisé qu'il se construisait une nouvelle vie, séparé de tout le drame avec Apolline. Je lui ai dit que j'étais heureuse qu'il aille de l'avant et ne soit pas coincé dans la colère. Il a souri et a dit que ça faisait du bien de recommencer. Puis il est allé chercher ses liens, et je l'ai regardé partir en pensant à la façon dont les gens peuvent se reconstruire après que tout se soit effondré. Ce week-end-là, Séraphine a appelé pour me proposer de déjeuner. Nous sommes allés dans un café près de chez elle et avons commandé des sandwichs. Après le départ du serveur, Séraphine s'est penchée en avant et a dit qu'elle avait besoin de me dire quelque chose. Elle a expliqué qu'Apolline suivait une thérapie et travaillait sur son insécurité et son besoin de rabaisser les autres. Je me sentais sceptique, mais aussi pleine d'espoir, car je voulais que Gaspard puisse un jour avoir une relation avec sa tante et ses cousins. Séraphine a dit que le thérapeute d'Apolline l'aidait à comprendre comment son comportement affectait les gens. C'était un progrès, même s'il était né de la douleur. J'ai demandé à Séraphine si elle croyait qu'Apolline changerait vraiment. Séraphine a soupiré et a dit qu'elle l'espérait, qu'Apolline avait besoin de faire ce travail pour elle-même et pour ses enfants. Nous avons terminé notre déjeuner et nous nous sommes fait une accolade sur le parking. La Toussaint est arrivée et Séraphine a invité les 2 familles chez elle. J'étais nerveuse en y allant avec Gaspard. Il a demandé s'il y aurait du drame, et j'ai dit que j'espérais que non. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère semblait prudente, mais pas hostile. Apolline était déjà dans le salon avec ses enfants. Elle n'a fait aucun commentaire sur le père de Gaspard. Pendant le dîner, elle a même demandé à Gaspard des nouvelles de l'école d'une manière qui semblait sincère. Il a répondu poliment, mais a gardé ses distances. Je ne l'ai pas poussé à être plus chaleureux qu'il ne se sentait à l'aise de l'être. Armand a dit la prière et nous avons fait circuler les plats autour de la table.
Le dîner donnait l'impression que nous essayions tous de trouver une nouvelle normalité. Ce n'était pas exactement confortable, mais ce n'était pas terrible non plus. Après avoir mangé, les enfants sont allés jouer dans le salon et les adultes ont débarrassé ensemble. Personne n'a évoqué le passé ni essayé de forcer une proximité. Nous avons juste coexisté pendant quelques heures, et cela a semblé suffisant. En décembre, Gaspard est venu me voir pendant que je préparais le dîner et m'a demandé s'il pouvait inviter Célian à jouer. J'ai été surprise, mais heureuse qu'il veuille maintenir cette relation. J'ai dit oui et j'ai envoyé un message à Amaury pour organiser cela, au lieu de passer par Apolline. Amaury a répondu que Célian adorerait et nous avons convenu d'un samedi après-midi. Les garçons ont passé des heures à jouer aux jeux vidéo et à construire avec des Legos dans la chambre de Gaspard. Leur rire résonnait dans l'appartement et me faisait sourire. Quand Amaury est venu chercher Célian, il s'est arrêté à la porte et m'a remercié d'avoir rendu cela possible. Je lui ai dit que, malgré tout, les enfants méritaient d'être amis, indépendamment de ce que les adultes avaient fait. Il a acquiescé et a appelé Célian, qui a fait une accolade à Gaspard en guise d'au revoir avant de courir à la voiture. L'organisation de Noël a été différente cette année. Séraphine a appelé et a suggéré de diviser les festivités en plusieurs petites réunions au lieu d'un grand événement familial. Gaspard et moi avons passé le matin de Noël seuls dans notre appartement. Nous avons ouvert les cadeaux en pyjama et mangé des croissants au petit déjeuner. Ensuite, nous sommes allés déjeuner chez Séraphine et Armand. Nous n'étions que nous 4, et c'était relaxant et simple. Plus tard dans l'après-midi, nous sommes allés au nouvel appartement d'Amaury où Gaspard a vu ses cousins brièvement. La famille divisée était notre nouvelle réalité, mais c'était fonctionnel et moins stressant que de forcer tout le monde à être ensemble. Sur le chemin du retour, Gaspard a dit que c'était un bon Noël, même si c'était différent. J'étais d'accord et je me sentais reconnaissante d'avoir trouvé un moyen de faire fonctionner les choses. Notre dernière séance de thérapie de l'année a eu lieu juste avant le Nouvel An. La thérapeute a demandé à Gaspard ce qu'il avait appris de tout ce qui s'était passé. Il est resté silencieux un moment, puis a dit qu'il avait appris que les adultes font des erreurs et qu'il est important de se défendre. Mais la vengeance rend tout compliqué. Il a ajouté qu'il était heureux que personne ne puisse faire en sorte que sa mère le quitte et que les familles peuvent être compliquées, mais s'aimer quand même. La thérapeute a souri et a dit que c'était des observations très matures. Elle a dit à Gaspard qu'elle était fière de la croissance émotionnelle dont il avait fait preuve. Gaspard a souri et a demandé si cela signifiait qu'il n'avait plus besoin de revenir. La thérapeute a ri et a dit qu'il pouvait faire une pause, mais qu'elle serait toujours là s'il en avait besoin. J'ai eu ma propre séance finale quelques jours plus tard. La thérapeute m'a demandé si je ferais quelque chose différemment. J'ai admis que j'aurais aimé confronter Apolline directement au lieu de manipuler son mariage, mais je ne regrettais pas non plus qu'elle ait dû faire face aux conséquences de sa cruauté. La thérapeute a écouté, puis a souligné que j'avais fait un bon travail en aidant Gaspard à gérer tout cela et en lui enseignant la responsabilité et les limites. Elle a dit que cela importait plus que de savoir si mes actions initiales avaient été parfaites. Je suis sortie de son cabinet en sentant que je pouvais peut-être me pardonner pour la manière confuse dont j'avais essayé de protéger mon fils. Janvier est arrivé, froid et silencieux. Gaspard et moi avons trouvé notre rythme dans cette nouvelle version de la famille. Séraphine appelait tous les mardis pour prendre de nos nouvelles, et nous la rejoignions avec Armand pour déjeuner le week-end dans ce café à mi-chemin entre nos domiciles. La conversation restait légère, axée sur les devoirs de Gaspard et l'entraînement de football, et personne ne mentionnait Apolline à moins que cela ne vienne naturellement. Nous restions polis avec Amaury lors des quelques réunions de famille auxquelles nous assistions, échangeant un bonjour et gardant nos distances de part et d'autre de la pièce. Gaspard a reçu Célian 2 fois ce mois-là pour jouer aux jeux vidéo dans notre salon, pendant que je leur préparais des pizzas et que j'écoutais leur rire résonner dans le couloir. Ce n'était pas la grande famille recomposée et heureuse que j'imaginais quand maman s'est mariée avec Armand, mais cela fonctionnait mieux que de forcer tout le monde à être ensemble en faisant semblant que l'année écoulée n'avait pas eu lieu. Ombeline m'a retrouvée pour un café un samedi matin et m'a dit qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré les choses après la confusion initiale. Elle pensait toujours que j'étais allée trop loin avec toute l'affaire Amaury, mais a admis que Gaspard semblait plus heureux et plus confiant qu'il ne l'avait été depuis des mois.
Elle a souligné que protéger son enfant signifie parfois prendre des décisions qui ne sont ni parfaites ni jolies, et que l'épanouissement de Gaspard était ce qui importait le plus à la fin. J'ai apprécié son honnêteté, car elle n'a jamais cherché à m'épargner ou à me dire ce que je voulais entendre. Une carte d'anniversaire est arrivée dans notre boîte aux lettres début février, avec le nom de Gaspard écrit de l'écriture soignée d'Apolline. Je l'ai regardé l'ouvrir à la table de la cuisine, le visage prudent, tandis qu'il sortait la carte et lisait le message à l'intérieur. Apolline avait écrit qu'elle était vraiment désolée de l'avoir fait se sentir mal à propos de son père, qu'elle gérait ses propres problèmes et qu'elle s'en était prise à lui d'une manière qui n'était ni juste ni gentille. Gaspard l'a lu 2 fois, puis m'a regardé et a dit qu'il lui pardonnait, mais qu'il n'était pas encore prêt à passer beaucoup de temps avec elle. Je lui ai dit que c'était tout à fait normal et qu'il pouvait prendre tout le temps dont il avait besoin pour se sentir à l'aise. Avec le recul, je sais que j'ai pris des décisions compliquées et confuses, et qu'elles ont eu des conséquences que je n'avais pas anticipées. Mais Gaspard est heureux, confiant, et apprend à gérer les conflits de manière saine, sans impliquer la vengeance ou la manipulation. Notre famille est plus petite et plus divisée qu'auparavant, mais les personnes qui font maintenant partie de la vie de Gaspard le traitent avec respect et gentillesse. J'ai protégé mon fils de la meilleure façon que je connaissais. Et bien que le chemin ait été difficile et semé d'erreurs, nous avons abouti à un meilleur endroit que celui d'où nous sommes partis. Oui. Commentaire, parfois, protéger ceux que nous aimons nous pousse à prendre des chemins compliqués. Il est essentiel de poser des limites claires pour préserver notre dignité et celle de nos enfants. Pourtant, la vraie force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la responsabilité que nous assumons pour nos actions. La guérison commence souvent lorsqu'on accepte ses propres erreurs, et pas seulement celles des autres. Même au cœur du conflit, la gentillesse reste une boussole qui nous guide vers des solutions plus saines. Parfois, la plus grande victoire est de choisir la paix plutôt que d'avoir raison à tout prix. Construire un nouvel équilibre, même s'il est différent de ce que nous avions imaginé, est un acte de courage. Le respect de soi ne se gagne pas en rabaissant les autres, mais en s'élevant au-dessus de la douleur. J'espère que vous trouverez toujours la force de protéger votre paix intérieure avec sagesse et compassion. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.